ce webinaire sur la thématique de l'obésité. Puis ça tombe bien, aujourd'hui c'est la journée de l'obésité. On va démarrer par une introduction présentée par Flore, qui est ma sœur kinésithérapeute et chargée de mission. Et je suis chargée de mobilisation CPTS. Ensuite, nous aurons le privilège d'avoir deux CPTS, dont la CPTS de Saint-Denis et la CPTS du Bas-Chablais. Et ensuite, nous aurons le réseau Ronde et nous aurons, pour finaliser, un temps d'échange. Flore, est-ce que tu veux nous présenter Oui, bonjour à toutes et à tous, merci de vous être connectés. Je m'appelle Flore, je suis kinésithérapeute et je travaille au sein de l'URPS Kiné Île-de-France, qui est donc une association qui travaille pour les kinésithérapeutes libéraux d'Île-de-France. Et donc toutes les missions sont précisées dans un décret et on les résume en trois actions principales. Le fait de représenter les kinésithérapeutes libéraux auprès de différentes instances, dont notamment l'Agence régionale de santé. Une mission d'accompagnement du quotidien des exercices des kinésithérapeutes. Donc vous trouverez sur notre site des brochures, des guides pratiques, notamment en ordonnancier, pour faciliter les prescriptions. Et on a aussi une action de valorisation de vos actions de santé publique. Donc les kinésithérapeutes qui portent des projets. L'idée, c'est de vous soutenir et de vous valoriser. Et donc c'est dans ce cadre qu'on organise ces webinaires tous les mois, le premier mardi de chaque mois sur différentes thématiques. Est-ce que vous m'entendez bien? Parce que je vois que mon son est coupé sur mon ordinateur. Ouais. Ok, super. Parfait. Et donc, si vous ne savez pas trop ce que fait l'URPS, si vous voulez en savoir plus, il y a un QR code à l'écran avec la distinction entre les actions de l'URPS, des syndicats de l'ordre. Et n'hésitez pas non plus à nous contacter ou à consulter notre site web. Et bien sûr, tout au long de cette présentation de ce webinaire, on vous invite à poser vos questions via le chat et on essaye d'y répondre au fur et à mesure. On peut passer à la slide suivante. Yvan, est-ce que vous souhaitez prendre la parole? D'être présent pour ce webinaire et aux intervenants d'intervenir sur ce sujet de l'obésité qui est un enjeu majeur de santé publique avec le diabète bien évidemment, mais aussi l'obésité chez les jeunes et qui est complètement complémentaire de tout ce qu'on peut faire dans nos cabinets aussi sur la prévention du mal de dos, des problèmes d'écran, etc., etc., et de la sédentarité. Donc merci de vos prises de parole et Merci. Tu veux présenter? Vas-y. Nous avons... non, vas-y. Ok, alors l'année dernière, on a fait une petite enquête auprès de l'ensemble des kinésithérapeutes franciliens et pour savoir un petit peu pourquoi les kinés adhéraient ou pas au CPTS. Et donc, simplement, juste pour vous partager quelques résultats, vous avez les enquêtes complètes disponibles directement via les QR codes ou via notre site web. Et en gros, à peu près un tiers des kinés s'inscrivaient en CPTS pour avoir des informations simplement sur leur territoire d'exercice et 30% pour rejoindre une dynamique collective, l'idée de rejoindre un groupe pour porter des projets. Voilà, après il y avait d'autres raisons, mais les deux principaux motifs, c'était vraiment simplement pour avoir de l'info et pour rejoindre une dynamique collective. On peut passer à la suite, et notamment... Avec la CPTS de Saint-Denis, est-ce que Ada Soumar, vous êtes présente, vous êtes connectée? Oui, oui, je suis là. Ah, bonjour Ada. Bonjour. Je vous laisse présenter votre Oui, CPTS. je peux pas partager mon Ah, écran. je vais vous nommer... C'est bon. Je pense que c'est bon. Alors, juste peut-être pour introduire, donc nous, on est une CBTS qui se situe en Île-de-France. Et donc, on est, on va dire, maintenant on peut dire ça une vieille CBTS, puisqu'on a eu 3
préfiguration de notre CPTS qui a été interrompue pendant le Covid. Donc, on était déjà dans la réflexion sur la CPTS en 2019. Et donc, il y a Sophie Sabin qui est avec moi là sur le stand, qui est la directrice de la CPTS. Et voilà, donc, on est situé dans le département de Seine-Saint-Denis, en Île-de-France. Sophie, si tu veux me compléter pour le nombre d'adhérents, j'ai jamais fait en tête le nombre précis d'adhérents qu'on a. Ce que je sais, c'est qu'on a, historiquement, on avait une présidente qui était kiné. Ça a changé il y a quelques temps, mais voilà, on a beaucoup travaillé avec cette personne. Et on a 5 kinés adhérents sur l'ensemble des adhérents. Je sais plus combien ça représente, plus d'une centaine d'adhérents en tous les cas. Tous, Sophie Sabin, ben, on a presque 170 adhérents, effectivement, peu de kinés. Et Ah, on aurait besoin sur pas mal de... On n'a peut-être pas énormément de kinés sur le territoire non plus. Je ne sais pas ce que ça représente au total. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'en a pas assez. Voilà, donc l'idée c'était de vous faire un retour d'expérience sur un projet de mise en œuvre d'un programme ETP avec le réseau Ronde qui va s'exprimer tout à l'heure, donc j'aurais pas besoin de rentrer dans le détail sur ce que c'est le réseau, je pense qu'ils le font mieux que moi, mais en tous les cas pour avoir une idée d'application concrète, nous, le constat qu'on avait fait, c'est que déjà parmi nos patients, on avait beaucoup de problématiques liées à l'obésité et voilà, les chiffres montrent que en Seine-Saint-Denis, 20% des adultes sont atteints d'obésité, qui représente un taux très élevé. C'est le taux le plus élevé en France, en fait. Et c'est une comorbidité qui revient souvent chez les patients qu'on rencontre, notamment en médecine générale. Je ne me suis pas présentée au début. Je suis, au-delà d'être membre et au bureau de la CPT, je suis infirmière en pratique avancée. Donc, j'accompagne des patients atteints de pathologies chroniques essentiellement en lien avec des médecins généralistes, libéraux et salariés de centres de santé. Donc, ça avait complètement du sens et dans ma pratique et de façon générale sur notre territoire, vu les chiffres que je vous expose là. Et voilà, et on travaillait beaucoup, on faisait déjà beaucoup d'éducation thérapeutique, notamment en individuel, et on se rendait compte que effectivement, cette question de l'obésité, non seulement elle était présente, mais en plus ça constituait un frein quand on travaillait avec les patients sur les freins et les leviers à la perte de poids ou à la maîtrise à une meilleure gestion de leur pathologie chronique. Et ben l'obésité, il se trouvait que c'était un frein à la remise en mouvement parce que voilà, ils nous disaient que vu le poids, ils ne pouvaient pas marcher très longtemps, ou alors il y avait des douleurs associées, ou alors il y avait des stigmates, voilà, une estime de soi qui était très rabaissée par rapport à cette question du poids, qui faisait que on avait par exemple du mal à les raccrocher à des activités de groupe. Donc voilà, donc c'était le constat qui a été fait, et puis et aussi quelque part aussi une représentation, voire une banalisation de l'obésité chez certains patients, comme décorrélés des autres problèmes de santé qu'ils pouvaient avoir. Et même dans certaines cultures, parce que voilà, on est sur un territoire où on croise beaucoup de cultures, l'obésité c'était plutôt vécu comme quelque chose de plutôt positif. Et perdre du poids, c'était pas forcément l'objectif des patients parce que voilà, dans certaines représentations, perdre du poids, ça veut dire être encore plus malade ou avoir des soucis ou voilà, ne pas être bien moralement, etc., etc. Donc, ce qu'on avait en main, c'est ce constat-là et des professionnels qui s'intéressaient à cette question de l'obésité. On était un peu au pied du mur en se disant, bon, voilà, on accompagne les patients, mais on n'arrive pas forcément à avoir de résultats. Et on avait des professionnels qui étaient formés à l'éducation thérapeutique. On n'avait pas encore mis en place d'ateliers collectifs vraiment à proprement parler à cette époque-là. On faisait de temps en temps des petits ateliers en one-shot, mais pas de programme d'éducation thérapeutique. Et on avait donc cette CPTS qui était tout récemment créée. Donc, je vous ai parlé de la phase de préfiguration, mais je pense qu'on a finalement signé les affiliés en 2022, si je ne dis pas de bêtises. Sophie? Oui, c'est ça. Et on s'est dit, pourquoi pas s'appuyer sur cette nouvelle structure qui déjà nous permet de mieux nous connaître, de regrouper des professionnels, puisque souvent on avait un professionnel dans une équipe qui était intéressé, un autre par là qui était intéressé, mais voilà, mais comment travailler tous ensemble, la CPTS, elle allait pouvoir
permettre ça. Désolée, j'ai un bébé à la maison, c'est possible que vous l'entendiez de temps en temps. Et on avait identifié des partenaires avec qui on pourrait réfléchir et travailler ce projet, notamment l'association Azalée, la ville, avec qui on travaillait déjà beaucoup sur la commune, et les différents réseaux, Paris Diabète, Ronde, à l'époque il y avait le réseau Insuffisance Rénale aussi. On a sur notre ville une association qui s'appelle le Défi Forme Santé qui propose un programme passerelle de remise à l'activité physique. Donc, je vous disais au début, on avait du mal à faire arriver les patients jusque-là. Et on travaillait aussi avec une association qui s'appelle Impulsion 75 qui forme aujourd'hui des moniteurs en activité physique adaptée. Donc, on a mis tous ces acteurs autour de la table. Et finalement, ce qu'il en est ressorti, c'était que le réseau Ronde avait déjà, entre guillemets, un programme d'éducation thérapeutique clé en main, avec des outils, etc. Nous, on avait des professionnels de santé motivés, certains formés, d'autres pas, mais en tous les cas motivés pour mettre en place ce programme d'éducation thérapeutique. Donc, on a fait un partenariat et donc une convention avec le réseau Ronde en 2022 qui nous a permis de mettre en place leur programme d'éducation thérapeutique qu'on a adapté à nos réalités, à nos patients, etc. Mais on s'est quand même fortement inspiré de leur programme. Donc, comment se décline le programme d'éducation thérapeutique? C'est une session qui est compartimentée en 4 ateliers et 2 bilans, un initial et un final. Le bilan initial ou le bilan final, en général, ça dure entre 30 et 45 minutes. Et l'idée, voilà, c'est d'aller voir avec le patient quels sont ses besoins, quels sont, je vous en parlais au début, les freins, les leviers, comment il se représente cette problématique qui est l'obésité, qu'est-ce que ça l'empêche de faire, qu'est-ce que ça le pousse à faire, quelles sont ses difficultés au quotidien, etc. etc. Donc voilà, donc c'est un bilan qui peut être réalisé par n'importe quel professionnel qui est formé à l'éducation thérapeutique, pas forcément d'ailleurs le professionnel référent, le médecin traitant du patient ou son infirmière, ou etc. Et ensuite, en fonction de ce qui ressort de ce bilan, va être proposé ou non le programme d'éducation thérapeutique aux patients. Donc, les animateurs peuvent être des salariés, des libéraux, peu importe. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont rémunérés par le réseau pour cette activité-là, que ce soit l'activité de bilan ou la réalisation des ateliers. Parce que souvent, le frein pour les libéraux, c'était effectivement que ça prenait du temps de faire les bilans, de venir animer un atelier, etc. Donc, voilà, de le faire sur son temps de travail, des fois, ça pouvait être fait de façon bénévole, mais si c'est quelque chose qui revient régulièrement, ça devient compliqué de pouvoir le faire comme ça. Donc, c'est un peu ce qui nous a aidé à lancer ce programme-là aussi. Les 4 ateliers, donc on a 4 ateliers, donc un atelier qui est un atelier plutôt biomédical, un atelier diététique, un atelier qui est plutôt tourné autour de l'activité physique. Excusez-moi. Un atelier qui est plutôt tourné autour de l'activité physique et un dernier atelier qui va reprendre les 3 premiers ateliers et réfléchir à, du coup, maintenant que j'ai fait tous ces ateliers, comment je me projette dans mon parcours par rapport à l'obésité. Et ensuite, donc, l'évaluation finale sera réalisée. L'évaluation finale est toujours réalisée par le professionnel qui a fait l'évaluation initiale pour qu'il puisse avoir entre guillemets, un avant-après et reprendre les objectifs qui ont été déterminés au moment du bilan éducatif personnalisé. Donc concrètement, nous, on essayait un petit peu de voir qui pouvait faire quel atelier, ce qui serait le plus pertinent pour nous. Donc pour l'atelier numéro 1, pour l'atelier biomédical, c'était plutôt moi et soit moi et une autre infirmière, soit un médecin et moi. Donc c'est un atelier où on aborde surtout qu'est-ce que l'obésité en fait, finalement comment ils se définissent l'obésité, quelles sont leurs représentations, qu'est-ce que ça n'est et qu'est-ce que ça n'est pas aussi, parce que des fois il faut déconstruire aussi des représentations qui ne sont pas forcément bonnes. Et puis pendant cet atelier on fait aussi une activité qui s'appelle l'histoire du poids. C'est aussi une manière pour les patients de se remémorer un petit peu
ben voilà, est-ce que mon poids il a varié? Est-ce qu'il y a eu des événements dans ma vie qui ont fait que mon poids il a varié? Par exemple, souvent ils ne se rappelaient pas trop du poids qu'ils faisaient, je sais pas, 5 ans, 10 ans en arrière, mais du coup, par rapport à des événements, ils arrivent à se remémorer. Ah oui, à cette époque-là, j'étais encore à la fac, je me souviens, j'ai des photos, j'étais moins grosse qu'à ce moment-là, par exemple. Ou alors, à ce moment-là, j'ai perdu du poids parce qu'il s'est passé ça, il y a eu un événement, je sais pas, une période de deuil, quelque chose de difficile, ou alors tout simplement, j'ai trouvé un boulot et du coup, je prenais beaucoup les transports, donc à ce moment-là, j'avais perdu du poids ou voilà, une grossesse, un événement de la vie. Et donc sur cette courbe, sans avoir à mettre des chiffres, ils vont pouvoir mettre des événements de la vie et puis mettre des variations de poids. L'atelier diététique, donc forcément sur cet atelier, on faisait intervenir une diététicienne et souvent avec une psychologue pour aborder les questions quand elle remonte les questions des troubles alimentaires. L'atelier 3 est tourné surtout au niveau de l'activité physique. Donc souvent, c'est un atelier où on les met déjà en mouvement. On leur demande de venir en tenue. Et je pense, j'imagine que c'est à cet atelier qu'on aurait le plus eu besoin d'avoir un kiné. Faute d'en avoir, on l'a fait plutôt avec Sandra, qui est éducatrice en APA sur la CPTS et parfois avec un enseignant de l'association Impulsion 75 dont je vous ai parlé au début, avec souvent un binôme, soit infirmier, soit médecin, en fonction des disponibilités. Et donc le dernier atelier dont je vous ai parlé, c'était de reprendre tout le parcours, de voir s'il y avait encore des zones à... Excusez-moi. Des zones encore à explorer avec les patients et voilà, et de se projeter sur la suite. Et ensuite, l'évaluation finale est refaite en individuel, comme l'évaluation initiale, par le professionnel qui a fait le bilan initial. On avait identifié un petit peu des lieux où on pourrait animer ces ateliers-là, parce que l'idée, c'est aussi de sortir parfois des structures de soins pour en faire un petit peu quelque chose de moins médico-centré, on va dire. Et donc ça, l'association Ronde peut-être en parlera après. On avait la possibilité aussi pour des patients en situation de précarité de leur proposer des consultations de diététique ou de psychologie ou de psychologie qui étaient pris en charge par le réseau pour les patients les plus en difficulté. On avait envisagé aussi de pouvoir compléter ce parcours avec des groupes de parole, de la sophrologie et de l'activité physique. Les deux premiers n'ont pas été mis en œuvre, mais l'activité physique a été mise en œuvre avec l'association Impulsion. Donc, on a pu proposer des ateliers d'activité physique à ces patients en post-programme. Donc, la communication, elle se faisait essentiellement via les réseaux internes des professionnels. On envoyait le flyer, je vais vous montrer à la fin, à tous les professionnels adhérents, via nos groupes WhatsApp, etc. Et tous les réseaux qu'on avait sur la ville. Concrètement, on a fait 3 sessions en 2023, une en 2024. Il y a 22 patients qui ont été inclus, beaucoup plus de femmes que d'hommes d'ailleurs. J'ai plus la proportion en tête, mais je me souviens qu'il y avait beaucoup plus de femmes. Et on a actuellement une réflexion portée par la CPTS sur la mise en œuvre, pardon, il manque un mot, de l'éducation thérapeutique sur notre territoire, parce qu'effectivement, les réseaux nous ont permis de bien lancer la dynamique UTP. Là, c'est vrai qu'on est plus sur une réflexion territoriale d'avoir voilà, des ateliers qui soient plus adaptés aux besoins de notre territoire avec toutes ces spécificités. Voilà, je pense que j'ai terminé. Je vous ai mis un des flyers qu'on avait pu envoyer à nos professionnels. Souvent, ils les imprimaient et puis les remettaient aux patients. En dessous, on avait les coordonnées d'inscription, l'adresse des ateliers en fonction du lieu. Donc, ça permettait que le patient reparte. Voilà, même si le professionnel n'avait pas eu trop le temps de lui expliquer, que le patient reparte avec un document et qu'il puisse nous rappeler ensuite pour avoir plus d'informations si besoin. Voilà, en tout cas, on a eu des bons retours des patients qui ont participé. À chaque fois, on a eu 5 à 6 patients par session. Alors, beaucoup plus d'inscrits. On a toujours un peu d'absentéisme à nos ateliers. Donc, on va dire qu'on surbook un peu les ateliers pour espérer avoir un petit groupe de 6 à 8 personnes. On avait plutôt 6 là pour le programme obésité. Mais voilà, des bons retours des patients. Beaucoup de difficultés qui ressortent pendant les ateliers.
on a eu quelques patients qui ont continué le suivi avec la psychologue, avec la diététicienne après, d'autres avec moi. Et voilà, et surtout voilà, des patients qui en sont ressortis voilà, mieux moralement. Et voilà, et des patients qui étaient plus à même de, voilà, de travailler toutes ces questions liées à leur obésité. Je vous remercie pour votre attention. Je suis à Merci. votre disposition si vous avez des questions. Merci Ada. Effectivement, il y a des questions sur le chat et c'était notamment la question du nombre de patients par atelier. Et donc, vous l'avez dit, c'était plutôt des groupes peut-être de 6-8 en les surbookant un peu. Le nombre cible, dans l'idéal, vous préféreriez qu'il y ait combien de patients par atelier pour que ce soit Donc, confortable? pour avoir une dynamique de groupe où on a 4-5 patients, Ouais. c'est quand même le minimum, on va dire. Après, quand ils sont 8, c'est très bien, hein. Après, voilà, s'il n'y a pas de difficulté particulière dans le groupe, c'est vrai que nous, des fois, on a des patients avec des problématiques de langue, des choses comme ça. Donc, même quand ils sont 5-6, c'est bien, comme ça permet de, quand on est deux, il y en a un qui porte un peu plus d'attention aux patients qui ont du mal. Il vous parlait par exemple de la courbe. Des fois, il y en a, on a besoin de les aider à dessiner la courbe, à comprendre ce qui se passe dans l'atelier, etc. Donc, quand ils sont 6, c'est bien, c'est très bien. Et vous avez Quand il y a pas de tous les difficulté âges dans vos particulière. ateliers? Oui. Pardon? Il y a tous les âges dans vos ateliers ou est-ce que vous séparez On a eu tous les âges dans les adolescents, ateliers, adultes? des jeunes patients, pas des jeunes adultes, comme des personnes âgées. Vraiment, oui. Ok. Et du coup, une autre question, est-ce que les ateliers sont proposés uniquement en journée? Vous faites plutôt en soirée? Comment vous faites pour vous coordonner Oui, avec le actuellement, planning comme je des vous disais, comme patients? on a une réflexion, on est en train de revoir Ouais. tout ça. On proposait plutôt les ateliers en journée en variant les horaires et les jours. Parce que, vous voyez, il y a des personnes qui nous disaient, oui, bah là, je travaille pas tel jour, ou voilà. Donc, plutôt soit matin, soit après-midi. On a fait fin d'après-midi. Et là, on est en train de se poser la question de proposer des ateliers en ligne pour des patients qui nous disent qu'ils travaillent et que même après une journée de travail, bon, c'est très compliqué de venir au PMS à 19h ou 20h, mais pourquoi pas de leur proposer des ateliers en ligne. Et on a fait une formation avec le pôle ressources sur des l'IETP en fait. Donc, ça n'a pas encore été mis en œuvre, mais c'est quelque chose qu'on va réfléchir. Est-ce que dans vos participants, vous avez eu des femmes enceintes, obésité, grossesse? Est-ce que c'est un sujet que vous avez abordé? Alors, non. Non, je pense qu'il y a eu une petite confusion. C'est le programme Maman Forme à Saint-Denis qui porte ce dispositif grossesse et parcours grossesse et obésité. Ok. Je peux vous en dire deux mots si vous voulez. Donc c'est une expérimentation article 51. Le principe, c'est que tout professionnel sur le territoire de Saint-Denis, mais aussi des communes alentours, parce que ça concerne toute pleine commune, peut orienter vers Maman Forme une femme enceinte en situation d'obésité et qui est enceinte évidemment, mais il y a aussi une notion de vulnérabilité sociale ou financière. Et donc, ces patientes sont reçues par une coordinatrice du programme qui leur fait bénéficier. Donc, il y a un temps collectif qui ressemble à de l'éducation thérapeutique. Et ensuite, chacune peut avoir un programme individualisé qui comprend des séances psycho, APA, diète en plus du suivi classique. Donc en gros, c'est un suivi renforcé, pour ces femmes enceintes qui sont en situation d'obésité. Et ce que j'ai pas précisé, c'est que c'est un suivi qui peut se faire à l'hôpital, donc en lien avec la maternité de Saint-Denis, puisqu'en fait c'est implémenté principalement pour les patients de la maternité, ou qui peut se faire en ville avec des professionnels libéraux. Euh, voilà. Après, je pourrais pas vraiment répondre aux questions. C'est un programme qui a démarré l'année dernière, donc qui est porté encore une fois par le réseau NEF, donc Naître en Île-de-France, réseau Périnat 93, plus l'hôpital de La Fontaine. En tant que CPTS, nous, on est plutôt amené à relayer l'information pour que des professionnels orientent et trouver des professionnels en ville pour faire l'efflection des soins. Ok, merci.
S'il n'y a pas d'autres questions, on va passer à la présentation du réseau Ronde. Et bien sûr, si d'autres questions vous viennent en cours de route, n'hésitez pas à les ajouter sur le chat. Oui, bonjour. Alors, je sais pas si on m'entend bien. Très bien. Super. Du coup, je me présente, je m'appelle Quentin Pédron, je suis psychologue social de formation, je suis spécialisé dans les comportements liés à la santé. J'accompagne moi le réseau Ronde dans le déploiement du coup de leur article 51, donc le programme GPSO, que je vais vous présenter juste après. J'anime moi-même. Alors, est-ce que je peux partager mon écran? Très bien, Je sais pas si oui. je suis où. Je crois que j'ai fait une demande, mais. Du coup, moi, j'anime également des ateliers d'éducation thérapeutique depuis 5 ans maintenant, que ce soit avec le réseau Ronde ou le réseau Serre Diabète sur les thématiques du diabète. J'anime également des groupes de parole, diabète, obésité, sclérodermie. Du coup, de fil en aiguille, j'ai participé à la création en fait, de programmes d'éducation thérapeutique. Et du coup, le réseau Ronde a fait appel à moi aussi pour du coup, les accompagner dans le déploiement de ce dispositif GPS obésité qui jusqu'à aujourd'hui en fait était déployé dans le 91 et dans le 77 et depuis l'année dernière peut être déployé dans l'ensemble de l'Île-de-France. Donc je vais vous présenter ça rapidement. D'abord, alors si j'arrive à passer, est-ce qu'on voit mon écran parce que du coup je vois plus rien du tout. Oui, on voit. Ah, ok, super. Rapidement pour le réseau Ronde, alors parce que j'ai vu qu'il y avait des questions un petit peu dans le chat, le réseau Ronde, c'est donc le réseau régional qui accompagne les professionnels de santé dans la prise en charge des patients en situation d'obésité. Alors je précise que c'est des patients adultes, c'est ce que je disais dans le chat juste avant à une personne, c'est qu'il y a un autre réseau en fait qui existe pour les patients enfants et adolescents qui s'appelle le réseau REPOP. Et donc c'est deux réseaux bien distincts avec deux populations distinctes, même s'il nous arrive d'avoir des programmes en commun pour assurer une continuité du coup du suivi des patients. Donc le réseau Ronde est porté par une association qui s'appelle Gresmo et qui elle est plus chargée de la formation des professionnels de santé. Et donc les missions principales du réseau Ronde sont un appui du coup aux professionnels de santé du territoire dans la coordination des parcours de santé des patients adultes en situation d'obésité, par plusieurs canaux, la formation de ces professionnels de santé sur ces sujets, sur le déploiement de programmes d'éducation thérapeutique, comme on a pu le voir juste avant, soit des programmes clés en main, du coup qu'on propose aux établissements et aux structures de soins à mettre en place directement et qui sont en fait adaptables aussi à la pratique des professionnels de santé et à leur situation qui parfois est un peu particulière, ou à l'accompagnement de la création de leur propre programme d'éducation thérapeutique. C'est quelque chose qu'on fait aussi, donc on vient en support et puis on fait partager du coup notre expérience sur la création des ateliers, le déroulement, etc. et le dépôt des dossiers du coup auprès de l'ARS pour la validation de ces programmes. On a aussi un volet en fait innovation dans lequel on essaie de réfléchir à des nouvelles manières de prendre en charge les patients. C'est dans ce cadre-là qu'on a travaillé sur le programme du coup GPSO qui est un article 51. Donc rapidement pour revenir sur un article 51, en fait c'est une nouvelle manière, une manière de tester des nouvelles prises en charge et de nouveaux parcours de soins tout en se déchargeant de certaines dispositions du coup législatives ou administratives. Et donc c'est de faciliter la mise en place de ces expérimentations. Et si derrière elles sont jugées comme positives, il va y avoir une décision qui va être prise pour possiblement la faire rentrer dans le droit commun et donc avoir un remboursement par la sécurité sociale de la prise en charge des patients. Donc le programme GPSO il est porté sur 3 régions. Ici en Ile-de-France, c'est porté du coup par l'association Gresmo et de fait par le réseau Ronde. Et c'est aussi déployé du coup dans la région Hauts-de-France et dans le centre Val de Loire. Je vais passer rapidement sur les constats, mais du coup c'est le fait qu'il y ait un Français sur deux qui est en situation de surpoids et d'obésité. Pourtant il y en a moins de 10% qui consultent leur médecin pour des problèmes de poids. Il y a une constante augmentation qu'on observe du coup de la prévalence de l'obésité et également de l'obésité sévère. Le fait aussi que l'obésité est une maladie chronique qui s'aggrave tout au long de la vie et que parfois c'est pas perçu comme tel, que ce soit par les patients ou les professionnels de santé. Donc il y a une difficulté en fait de prise en charge de l'obésité en tant que pathologie et très souvent on s'attarde sur les comorbidités et autres sans rentrer du coup dans la prise en charge globale de la pathologie. L'idée, c'est d'avoir, comme son nom l'indique, du coup, un GPS
de l'obésité. Donc l'idée, c'est de pouvoir repérer les patients, les guider et les orienter. Et la mise en place en fait d'une équipe pluriprofessionnelle qui va pouvoir accompagner le patient sur une longue durée. Donc on va le voir là dans le cadre de l'expérimentation, c'est un suivi sur 2 ans, mais l'idée c'est que le suivi puisse se poursuivre. Là c'était vraiment parce qu'il fallait avoir des marques dans le cadre de l'expérimentation, c'est pour ça qu'on s'est arrêté sur 2 ans. Et l'idée c'est que du coup le parcours de santé soit géré et coordonné par cette équipe spécialisée et notamment des professionnels de proximité. Bon, les objectifs, du coup, évidemment, c'est d'améliorer durablement du coup, la santé et la qualité de vie des personnes en situation d'obésité et surtout d'offrir aux professionnels de santé des outils pour pouvoir les accompagner, une organisation et des moyens techniques et financiers pour accompagner ces patients sur le long terme. Et l'objectif final serait évidemment de limiter la croissance de l'obésité sévère et les impacts médico-économiques de l'obésité. Pour rentrer un peu plus en détail dans le parcours, l'idée, du coup, comme je vous le disais, c'est de créer une équipe pluriprofessionnelle. Alors, on a un nombre minimal de professionnels qu'il faut dans l'équipe pour participer à l'expérimentation. Après, cette équipe peut grossir. La plupart du temps, on commence avec ces 4 professionnels qui sont présentés ici. Et la plupart du temps, il y a d'autres professionnels qui viennent se greffer, rejoindre, pour pouvoir organiser un peu mieux le parcours et du coup pouvoir prendre en charge plus de patients. Donc, il faut un médecin obligatoirement, vous allez le voir après, parce qu'il y a un bilan médical qui est effectué avec le patient, donc, et il faut qu'il soit formé à l'obésité. La bonne nouvelle, c'est que nous, on propose cette formation et qu'elle est gratuite et accessible pour les médecins qui adhèrent du coup à l'expérimentation. Il faut un ou une diététicienne, un ou une psychologue et un ou une professionnelle de l'activité physique adaptée. Donc ça peut être un enseignant en activité physique adaptée, mais aussi des kinésithérapeutes. Il y a d'autres types de professionnels qui peuvent rentrer dans cette catégorie. Il y a un de ces professionnels, donc du membre de l'équipe, qui va aussi assurer la coordination. Donc c'est ce qu'on va appeler nous le référent de parcours, et qui va avoir plusieurs fonctions en plus de l'accompagnement du patient. On va le voir juste après. Et du coup, cette équipe doit intervenir par l'intermédiaire d'une structure expérimentatrice. Donc là, j'en ai mis certaines entre parenthèses. Ça peut être des MSP, des CMS, des associations, parce que parfois il y a des équipes de professionnels en libéral qui créent une association exprès pour pouvoir porter du coup l'expérimentation, mais ça peut aussi être une CPTS, par exemple, qui porte l'expérimentation. Et l'établissement de santé, le rôle de cette structure expérimentatrice, ça va être justement de récupérer en fait derrière les forfaits qu'on va avoir derrière, qui sont du coup délivrés sur chacun des actes du parcours, et ensuite de les ventiler entre les professionnels qui participent à ce parcours. Donc le rôle spécifique justement du référent de parcours, c'est d'être le principal point de contact de l'équipe, donc qui va assurer la coordination entre les différents membres de l'équipe de professionnels et les différentes structures, notamment entre le réseau Ronde et la structure expérimentatrice, ainsi que l'équipe, etc. Et il a aussi pour rôle de suivre le parcours du patient et de tenir à jour le dossier du patient pour qu'on puisse suivre justement les différentes étapes. Donc comme indiqué en dessous, c'est une activité à part entière. Et elle est rémunérée à ce titre. C'est prévu dans les forfaits, du coup, une rémunération pour la personne qui sera du coup la référente de parcours. Concernant les professionnels qui peuvent participer, alors, les professionnels peuvent être à la fois dans le public ou dans le privé, ils peuvent être en libéral, ils peuvent être salariés, les scénarios sont envisageables. Ça peut être soit un exercice isolé, à ce moment-là on va essayer de réunir une équipe, ou alors regrouper avec d'autres professionnels dans une structure. Et ils doivent être formés à l'abord de la personne en situation d'obésité et à la posture d'éducation thérapeutique. Alors il faut qu'il y ait au moins une personne dans l'équipe qui ait la formation 40 heures éducation thérapeutique pour pouvoir mettre en place du coup l'expérimentation. On a un programme de sensibilisation en e-learning qui existe, donc avec des capsules et différents formats. Donc il va y avoir des vidéos, de la lecture, des exercices, etc. et qui sont sur une plateforme en ligne et qui sont, c'est ça qu'on a mis à la carte, accessibles du coup à n'importe quel moment au rythme que veut le professionnel de santé. On peut même démarrer en fait l'expérimentation et suivre au fur et à mesure en fait le programme de sensibilisation. Par contre, on a aussi un programme de formation à GPS obésité qui est indispensable pour les médecins. Donc le médecin qui fait partie de l'équipe doit suivre. C'est un webinaire d'1 heure et demie qui est présenté par le professeur Monique Robon, qui est une spécialiste de l'obésité et qui a participé à la création de cet article 51 GPS obésité. Et du coup, il est indispensable pour les médecins, mais il est aussi accessible pour les autres professionnels. S'ils peuvent participer au webinaire, ils le peuvent, il n'y a pas de souci.
médecins doivent obligatoirement suivre ce webinaire avant de pouvoir démarrer GPS. Concernant l'administratif, c'est très simplifié. Simplement, les professionnels et les structures qui participent ont juste une convention à signer qui est une convention de participation simplement à l'expérimentation avec le réseau Ronde, l'association de Vesno et l'assurance maladie. Concernant les critères d'inclusion, c'est les patients adultes, comme j'ai dit juste avant, l'IMC au-dessus de 30, ou alors entre 25 et 30, s'il y a une prise de poids récente, ou s'il y a des comorbidités qui sont observées, de la motivation, puisque comme on l'a dit avant, il y a pas mal de pertes dans les ateliers, etc. Et il faut s'assurer que les patients soient motivés à la participation aux ateliers. Il y a quelques critères d'exclusion, les patients qui sont dans un parcours de chirurgie bariatrique, puisque ce qui va être proposé ne sera pas adapté à leur parcours, l'obésité syndromique et les patients non francophones. Alors là, c'est vraiment dans le cadre de l'expérimentation, parce que les patients ont certains documents à remplir pour faire les mesures d'impact, etc., et que ça peut compliquer les choses si elles sont non francophones, mais l'idée c'est que ça puisse être accessible évidemment à tous les patients. Alors je parle très vite, parce que j'espère qu'on ait le temps du coup derrière de pouvoir répondre aux questions et avoir une discussion. N'hésitez pas à me couper si c'est un peu rapide sur cette chose. Mais du coup, le parcours se présente comme présenté ici. Alors vous voyez qu'il y a différentes couleurs, je vais y revenir après. C'est parce qu'il y a différents forfaits en fait qui sont proposés. Il y a d'abord le forfait client qui commence par un acte particulier qui est le bilan médical. Donc en fait, le patient doit voir le médecin traitant ou en tout cas le médecin qui participe à l'expérimentation, qui va suivre avec lui une trame qui est déjà prête avec un certain nombre de questions à lui poser sur l'histoire de sa pathologie, etc., sur les comorbidités. Donc un bilan médical qui déclenche l'entrée du patient dans le parcours, qui est suivi par un bilan éducatif, qui là doit être fait par une personne qui est formée à l'éducation thérapeutique, c'est pour ça qu'il en faut une dans chaque équipe. À la suite de quoi les professionnels se réunissent et en fonction des cas des patients, vont pouvoir leur proposer soit un parcours collectif, donc des ateliers en groupe, soit un parcours individuel et donc des séances en one-to-one avec ces patients-là. Je vais revenir en détail là-dessus juste après. Enfin, à la suite de ça, il y a un bilan éducatif final qui est effectué. Et derrière, on a une période de 18 à 24 mois d'orientation et de suivi, et qui est en fait le parcours classique du patient, où il va aller prendre rendez-vous avec ses professionnels de santé et avoir un suivi sur le long cours. Et enfin, à l'issue de cette période, il y aura ce qu'on appelle le bilan médical final, avec, si possible, le même médecin du coup, qu'il a vu à l'entrée dans le parcours, et qui clôturera en fait le parcours du patient, en tout cas dans le parcours GPS obésité, mais l'idée c'est que derrière, son suivi continue. Quentin, petite question. Oui. Oui. Combien de temps votre présentation, vous estimez qu'elle dure encore? Parce qu'il nous reste 20 minutes, donc juste petite pause technique, juste pour vous informer qu'il y a un autre projet qui doit être présenté après vous. Donc c'est juste pour avoir une idée du temps qui vous reste. Okay. Je vais faire ça en 3-4 minutes. Ok. Je vais refaire sur la fin et comme ça, on aura le temps. Ok. On aura le temps après de discuter. Okay, ça marche, merci. Donc je vais rapidement, simplement sur les forfaits, alors je ne rentre pas dans le détail, mais du coup l'idée c'est que les forfaits, la chose intéressante à voir ici, c'est que à chaque fois il y a un élément déclencheur, ce qui fait que en fait l'entièreté du forfait sera due pour chaque patient qui est rentré. Je m'explique, typiquement pour le forfait bilan, dès qu'un patient va faire le bilan médical, l'entièreté des 360 €, donc qui sont échus pour le forfait bilan de ce patient, seront dus à la structure et au professionnel, même si le patient ne revient jamais ou si il arrête le parcours en plein milieu. Et pareil pour les forfaits éducation, dès le premier atelier où un patient va se présenter, l'entièreté des 290 € qui sont échus à ce forfait-là seront dus, même s'il ne vient pas aux autres ateliers derrière, s'il ne vient pas au bilan éducatif final, ce qui fait que les professionnels de santé derrière ne sont pas lésés sur leur participation. Et donc c'était la chose intéressante à noter ici. Sur les parcours éducatifs, du coup, c'est composé de 8 ateliers qui sont listés juste en dessous. Il y a des trames d'ateliers qui existent avec les outils qui sont proposés. Je vous laisserai voir tout ça, je vous enverrai la présentation si vous voulez le partager à tous les professionnels. Puis vous pouvez me contacter ou contacter le réseau Ronde pour avoir plus d'informations. Pour les parcours éducatifs individuels, c'est un peu différent puisque justement, ça va être des séances qui seront adaptées à la situation du patient. C'est pour les patients qui rencontrent une grande difficulté ou qui ont des profils un peu atypiques. On peut faire des séances individuelles d'APA, de psy ou de diète en fonction des besoins.
et c'est disponible pour 30% des effectifs de patients, donc on ne peut pas le proposer à tout le monde. C'est vraiment l'exception normalement, et ça peut soit remplacer le parcours collectif, soit venir derrière en renforcement du parcours collectif pendant la période d'orientation et de suivi. Et donc la partie orientation et suivi, il y a plusieurs possibilités. Donc soit le patient suit un parcours classique, soit on peut lui proposer le parcours éducatif individuel qu'on a vu juste avant, soit on peut proposer, comme ça a été présenté tout à l'heure, des prestations dérogatoires. Ça permet pour les patients en situation de précarité de pouvoir suivre des séances de psy et de diète entièrement remboursées, ou la possibilité de déployer d'autres parcours d'éducation thérapeutique de renforcement, donc soit sur l'obésité ou sur des comorbidités, le diabète ou autre, par exemple l'obésité et grossesse, qui est un sujet également. Et enfin, on a aussi un format en ligne pour certains patients qui ne pourraient pas se déplacer, ou pour les équipes qui ne pourraient pas mettre en place le parcours en présentiel. On a un format en ligne, et du coup, il suffit juste de faire le bilan médical et le bilan éducatif du patient, et ensuite il est orienté vers une plateforme en ligne pour faire les ateliers en visioconférence. Voilà, on a un certain nombre de ressources, et je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions, je vous y répondrai avec plaisir. Merci Quentin. On a déjà une question sur le chat. Vous avez parlé à un moment donné de formation en e-learning, de la sensibilisation à l'obésité. Est-ce que ces formations, vu qu'elles sont en e-learning, elles sont disponibles à des professionnels se situant hors Île-de-France ou pas? Alors normalement c'est que pour les professionnels d'Île-de-France. Maintenant évidemment s'il y a des demandes, on ne va pas fermer la possibilité de se former à la prise en charge des patients en situation d'obésité. Donc vous faites une demande auprès du réseau Ronde, et on verra comment on peut vous y donner accès, parce que normalement il faut signer la convention participation et expérimentation pour y avoir accès, mais on peut toujours s'arranger. Donc ce qu'on veut, c'est que les gens soient sensibilisés, formés, donc on trouvera des solutions, il n'y a aucun problème. Et autre question, cette fois-ci c'est une question que je vous pose. Il y a beaucoup de kinés investis dans les parcours rondes en Île-de-France ou pas? Vous avez une idée des chiffres de participation des kinés? Alors, j'ai pas le chiffre exact des kinés, mais dans tous les cas, dans tous les programmes d'éducation thérapeutique qu'on propose, il y a toujours une partie sur l'activité physique adaptée, et elles sont en fait toujours mises en œuvre soit par un enseignant en activité physique adaptée, soit par un kiné. Alors, j'ai pas le chiffre exact, je pourrais vous l'envoyer ou vous le partager dès que je le trouve. Il faut que j'aille fouiller un peu dans les. Si vous l'avez, après même. Même si c'est pas un chiffre exact, hein, juste pour avoir un ordre d'idée, est-ce que c'est plutôt justement des enseignants en activité physique adaptée qui viennent en majorité, ou est-ce que c'est moitié-moitié kiné à part? Non, on est vraiment sur du moitié-moitié. En fait, ça dépend vraiment des établissements et des équipes qu'on rencontre et des disponibilités. Après, quand il n'y a ni kiné ni enseignant à pas qui est présent, la plupart du temps, on met en lien avec la maison sport santé la plus proche, donc, où on voit si on a justement des contacts de kiné. En fait, on ne fait pas vraiment de distinction entre les deux professionnels. On essaye de voir ce qui est le plus pratique pour l'équipe en fait, qui se met en place. Donc, ce sera au plus proche, au plus disponible, au plus motivé. Donc c'est vraiment moitié-moitié, il n'y a pas vraiment entre guillemets, il n'y a pas de préférence entre les deux. Et en parlant de motivation, une question sur le chat. Les patients sont généralement motivés pour faire l'entièreté du parcours, ou est-ce qu'il y a pas mal de ruptures de programme? Alors, dans les programmes ETP classiques, c'est vrai qu'il y a cette grosse problématique de rupture de parcours. On essaye de travailler dessus aussi avec Ronde, donc c'était pas le sujet d'aujourd'hui, mais du coup on essaye de travailler dessus avec des suivis par SMS, on essaye de voir un peu comment on peut solutionner ce problème-là. Sur GPSO, il y a un petit peu moins ce problème parce qu'on met beaucoup l'accent, notamment dans la partie formation à GPSO, sur le fait que quand on crée ce groupe fermé de patients, on essaye vraiment de travailler sur ce lien entre les patients. On essaye de faire en sorte que même en dehors du parcours, ils discutent entre eux, ils se motivent mutuellement, etc. On voit parfois la création de groupes WhatsApp, par exemple, pour qu'ils discutent. Et on essaye de travailler beaucoup sur cet aspect lien entre les patients, justement pour les motiver. Et on constate en tout cas dans le programme GPSO qu'il y a moins de rupture de parcours que dans les programmes ETP habituels. Ok. Merci Quentin. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez les poser sur le chat. Et en attendant, on va laisser la parole à la CPTS du Bas-Chablais. Magali. Alors juste, si je peux me permettre, juste, je vois un commentaire dans le chat, la totalité du parcours coûte 1151 € par personne. C'est pas forcément exact parce qu'en fait il y a le forfait bilan et il y a le forfait éducatif.
Et le forfait éducatif individuel est optionnel. Et en fait, ça, c'est pris en charge par la sécurité sociale, hein. Les patients ne payent pas pour bénéficier du parcours. C'était juste pour préciser ça. Bonjour. Donc c'est à moi. Alors je vais vous présenter là comment les kinés sont investis sur notre territoire dans la prise en charge, enfin pas dans la prise en charge, mais dans la prévention de l'obésité infantile. Donc pour faire un petit résumé, pour présenter notre CPTS déjà, puisqu'on est un peu loin de Paris, donc on est en Haute-Savoie. Notre CPTS est une CPTS de taille 2 où je vois que le format est mal passé. Ah oui, en effet. Normalement, les chiffres sont alignés. Donc, taille 2, donc ça, presque 52 000 habitants. On a 220 professionnels recensés sur le territoire, dont 156 adhérents. Et le chiffre peut-être le plus intéressant, c'est que finalement, je pensais qu'on n'avait pas beaucoup de kinés adhérents, mais finalement, en ayant entendu ce qui se passe ailleurs, je constate qu'avec nos 30 kinés adhérents, je crois qu'on est plutôt en fait content et bien lotis. Donc voilà. Après, moi je suis référente, donc je suis Magali Millier, je suis référente sur la prévention de l'obésité infantile, la mission 3 de notre CPTS, avec une collègue, Cécile Déturge, qui est notre coordinatrice, mais qui est aussi diététicienne. Donc c'est un petit peu toutes les deux qu'on a monté un petit peu pas mal d'actions sur ce thème. Donc on peut passer à la suite. Voilà. Oui, je faisais un petit rappel parce que la mission 3, il y a 2 axes de travail, hein. Il y a l'axe de prévention sur les dépistages des cancers et puis l'axe de prévention sur l'obésité infantile. Et donc, je vais vous présenter les outils qu'on a mis en place et tous les moyens qu'on a mis en œuvre sur notre territoire. J'ai mis la prévention, les kinés sont aussi concernés et acteurs parce qu'effectivement, comme il a été dit un peu précédemment, c'est pas évident de recruter, d'avoir des bras, des acteurs. Et effectivement, je constate que recruter les kinés, nous aussi, on trouve qu'on a un petit peu des difficultés, alors qu'ils ont, je pense, quand même toute leur place dans ce parcours, dans cette prévention. Et donc voilà, donc avec ma collègue Yette, qu'est-ce qu'on a mis en place? Ça fait 3 ans qu'on travaille sur ce projet, enfin sur cette mission plutôt. Qu'est-ce qu'on a fait? On a contacté les écoles du territoire pour essayer de mettre en place des ateliers, notamment pour les CM1, CM2. Voilà, donc on a eu un atelier qui s'appelle Manger, bouger, pourquoi et comment. Donc on fait auprès des écoles qu'on arrive à contacter. Depuis cette année, on a contacté le collège et notamment via comment dire, via la médecine scolaire. Bon, ça a été un petit peu compliqué de contacter, ça c'était un peu un frein, hein, de contacter la médecine scolaire. Le médecin notamment n'était pas toujours très partant, parce qu'on n'était pas forcément formé pour faire ce genre d'atelier. Mais bon, l'infirmière scolaire était très partante, donc on a fait des sixièmes. On a fait tous les sixièmes dans un collège du territoire, où là, on a inclus une psychologue qui est venue avec nous pour aussi parler un petit peu de l'impact des écrans, puisque c'est quand même un facteur important dans la sédentarité, puisque moi je parle de sédentarité. On parle à aucun moment d'obésité, on parle surtout d'équilibre alimentaire, d'activité physique. Et donc moi je parle de sédentarité, donc je parle non seulement du bouger, mais je parle aussi des écrans et un petit peu du sommeil. Voilà pour cette partie-là, sachant que cette année en plus nous avons conventionné avec l'agglomération à côté de chez nous, qui est l'agglomération de Thonon, via le projet alimentaire territorial, le PAT, où on a donc été signataire. Et donc ça nous permet, je trouve que ça c'est un bon levier, en tout cas c'est une bonne astuce. Ça nous a permis, en fait, ça nous évite toute la partie de contact des écoles, ça nous permet d'avoir l'assise de l'agglomération pour entrer en contact avec les écoles, parce qu'on avait quand même
partie-là, c'est ce travail-là qu'on ne fait plus. Et donc ça marche plutôt bien. On a fini pour 3 ans. Voilà. Ensuite, on a créé des ateliers sur la diversification alimentaire et sur la motricité, où on intervient dans des associations, notamment en crèche, où là, ça fait 2 fois qu'on le fait. J'ai mis la petite affiche à droite. Ça fait 2 fois qu'on le fait, ça marche plutôt bien. Les parents sont très intéressés. On essaie de faire ça en début d'année scolaire pour que les parents dont les enfants sont en âge de diversification soient le plus touchés. Ensuite, on a aussi pas mal de petits ateliers, notamment sur l'alimentation. Là, c'est plutôt ma collègue Diette qui fait ça, en collaboration avec la MJC locale, les clubs de foot, de sport. On a fait un tournoi de judo où elle présente des goûters équilibrés, choses comme ça. Et la MJC qui a aussi totalement revu, lorsqu'elle fait des événements, sa façon de donner des petits goûters ou des petits goûters ou des encas en fait sur les événements, ça c'est pas mal. Donc là j'ai déjà parlé, oui on a contacté aussi pour avoir plus d'appui le conseiller pédagogique de circonscription, un CPC que j'ai mis sur le PowerPoint, de l'éducation nationale. En fait c'est pareil, il organise un festival des sciences chaque année où on intervient. Et là, on est plus sur la saisonnalité, le côté environnemental. Et moi, j'ai un jeu, on a créé un jeu de voix sportif. Et en fait, j'ai un dé géant et on joue à ce jeu avec les enfants tout au long de la journée. En fait, les classes tournent et puis on joue à ça et les enfants repartent avec le jeu et pour emmener à la maison et pour voilà, montrer que c'est bien de bouger, on peut bouger de façon ludique et sympa. Et enfin, d'autres actions qu'on fait aussi en partenariat avec un syndicat intercommunal, SISAM que j'ai mis là, syndicat intercommunal de 3 communes, où là on fait les journées du citoyen, pareil, là c'est des classes du CE2 au CM2 je crois, qui viennent. Et là on a un atelier que diététique. C'est une autre collègue diététicienne qui le fait, cet atelier. Pareil, sur le côté zéro déchet, sur le côté goûter équilibré. Et voilà. Et le dernier point important, c'est qu'on est en partenariat avec le REPOP, qui vous a été rapidement présenté sur l'obésité infantile. Et donc, on relaie, le REPOP vient 2 fois par an faire des formations sur le territoire pour former nos professionnels de santé sur le territoire. Et donc, on relaie l'information et puis ça marche plutôt bien. Souvent, ça marche plutôt bien. Les praticiens sont volontaires pour faire la formation. Et pour rebondir un petit peu sur le côté kiné, moi-même ayant fait la formation REPOP, je sais qu'en tout cas dans le REPOP, ce ne sont pas du tout des kinés qui font l'activité physique adaptée, ce sont les APA. Donc pour l'instant, il n'y a pas du tout de subvention pour les kinés dans le REPOP, chez nous. Je ne sais pas si c'est différent dans d'autres REPOP, et c'est pour ça que du coup, moi personnellement, je suis pas. Donc j'ai fait la formation, mais je ne me suis pas investie puisque on n'a pas accès. C'est plus mes collègues diètes, psy et médecins qui intègrent le REPOP sur notre territoire. C'est pas, oui, je vois, c'est pareil dans le 73, très bien. Alors, la slide suivante. Il nous reste 3 minutes à peu près. Voilà, là c'est juste pour faire un retour, un petit bilan sur ce qu'on a fait. On a principalement touché les élèves primaires, un petit peu les collégiens comme je vous ai dit. Là j'ai mis un petit peu le bilan de ce qu'on a fait, combien d'élèves on a touché, sensibilisé. Voilà. Notre grosse question, ça va être la slide suivante. Nos problématiques, ça va être plus de recruter des professionnels de santé qui sont acteurs. Comment on fait, comment on les motive, voilà.
Notre autre problématique, c'est atteindre les parents. Parce que là, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, on essaie de toucher les enfants, mais voilà, sur certains sujets, notamment les écrans, il faut atteindre les parents. Et ça, c'est compliqué de trouver des actions pertinentes où les gens vont venir, parce qu'il y a des choses faites, mais les parents sont plus difficilement atteignables. Voilà. En tout cas, en crèche, on arrive à atteindre les parents, puisque ce sont les parents qui viennent, mais c'est en format le samedi matin. Le samedi matin. Mais comment faire pour prévenir au niveau de l'alimentation, les écrans, la sédentarité, tout ça. Ça, c'est des problématiques. Donc, on est toujours preneur s'il y a des idées à venir. Voilà, si vous avez quelques questions. Ok. Alors, on a mis un petit message aussi sur le chat pour voir si des participants avaient des questions. Mais en attendant, on vous remercie, Magali. Et aussi, petit message à ceux qui nous écoutent encore, on a à l'URPS Kiné Île-de-France élaboré comment dire, un support d'animation d'ateliers sport santé, plutôt sous le format conférence, que vous pouvez du coup porter auprès de collégiens ou d'écoles primaires. Là, c'est à votre choix. Tous les kinésithérapeutes peuvent récupérer ce support. Il est en libre accès, que ce soit Île-de-France ou ailleurs d'ailleurs. Si Magali, vous voulez l'utiliser, c'est aussi possible. Et donc, il y a un PowerPoint, il y a un texte d'accompagnement pour le discours qui accompagne le PowerPoint. Et donc, ça avait été préparé par une kinésithérapeute lors des JO de l'année dernière, mais le contenu reste tout à fait valable et utilisable. Et on aime beaucoup le concept du jeu de loi. Est-ce que ça fonctionne bien? Vous avez réussi à avoir des participants de votre côté? Alors, honnêtement, le jeu de loi fonctionne très très bien. Alors, je l'ai fait en 2 versions. J'ai fait une version primaire. Alors, on avait un jeu de cocotte aussi pour les tout petits. Ça, c'était pas mal. On fait la grenouille, on fait le lapin, des petites choses comme ça. Et on a le jeu de loi en 2 versions, la version un peu primaire et là, la version pour les collégiens, j'ai un peu remodelé avec voilà, des bonhommes différents, un petit peu plus grands et un petit peu plus à la mode, on va dire. Mais oui, ça fonctionne bien. Enfin, ce qui fonctionne surtout, c'est que j'ai un dé, mon dé est juste énorme. Donc déjà, même sur la MJC, j'ai fait un atelier sur la MJC avec ça. Et ça attire l'œil, en fait. C'est tout bête, hein, mais ça attire l'œil et les gens viennent plus facilement. Et rien que pour le soulever, il faut bouger, donc ça met déjà en mouvement. Déjà. Ok, super. Bah, merci beaucoup Magali. Je vois qu'on n'a pas d'autres questions. Quentin est déjà parti, il nous a laissé son mail si on a des questions qui nous reviennent par ailleurs. Ah, si une question, quelles sont les thématiques dans ce jeu de loi justement? Alimentation, activité physique? Alors, c'est que sur l'activité physique. En fait, c'est comme si on faisait. Enfin, à un moment, il faut faire. Il y a des jeux d'équilibre. C'est dommage, je pensais que j'avais mis dans le PowerPoint. Faut faire, on va dire, la planche. On va se mettre en équilibre sur un pied. Il y a des petites postures de yoga. En fait, c'est des postures. C'est des postures à prendre ou des exercices. Il y a faire de la corde à sauter sans corde à sauter. Il y a, oui, la planche. Il y a le cobra. Voilà, c'est des postures assez rapides ou des répétitions de mouvements, jumping jack, voilà, des petites choses qu'on fait au cabinet, on va dire, quotidiennement, ou en crossfit, hein, qui se fait aussi en crossfit et qui est assez à la mode. Super, bah, merci beaucoup. En tout cas, si vous avez d'autres questions pour nos intervenants, n'hésitez pas à nous envoyer un mail à cpts@urps-mk-idf.org. Si vous oubliez le mail, il y a toujours le mail qui est inscrit sur notre site web ou sur le lien d'inscription à nos prochains webinaires, qui sont du coup, je le rappelle, tous les premiers mardis de chaque mois. Et on se retrouve donc le mardi 1er avril pour un webinaire sur la BPCO. Merci à tous.